Actuellement, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Le Bénin est attaqué par les terreaux. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Certains s'enorgueillissent, applaudissent, festoient. Dès l'instant, les pays de l'AES sont attaqués par les groupes terroristes. Ils jubilent, ils dansent et ils sont fous de joie quand ils voient que les terroristes attaquent dans les pays de l'AES. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les terroristes sont sans frontières. Ils frappent aveuglément. Les terroristes n'ont pas d'amis. Aujourd'hui, la situation est devenue délétère au sein de la CEDEAO. Voilà. Le Bénin vient d'être encore frappé une fois de plus. C'est triste. La CEDEAO est frappée depuis quelque temps de façon systématique et dans plusieurs localités par des groupes terroristes légitimes, Al-Qaïda et toute la bande que vous connaissez. 15 soldats ont perdu la vie. Oui, 15 soldats ont perdu la vie après l'attaque de leur camp militaire par des terroristes au nord du Bénin. C'est le porte-parole de l'armée béninoise qui a fait la déclaration. Paix à l'âme des soldats qui ont perdu la vie et que Dieu fortifie les familles endeuillées. Voici la posture qu'un homme concis et précis, réfléchi et qui a reçu dans les idées devait tenir, devait adopter. Mais ce n'est pas le cas. Quand les pays de l'AES sont attaqués, nous voyons que au sein de la CEDEAO, il y a des individus stipendiés, les militants de M. Ouattara, qui s'en réjouissent, qui applaudissent et qui festoient, et qui trouvent que les dirigeants de l'AES, le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, le général d'armée Aboudaman Tchani, le général d'armée Assimi Goïta sont incapables, selon eux. Alors que les terroristes, ils frappent aveuglément. C'est de façon lâche et barbare. Aujourd'hui, voici les cas qui se passent au niveau du Bénin. Plusieurs soldats ont été fauchés par les balles assassines. Vous ne verrez pas les pays de l'AES, dans les pays de l'AES, les partisans, les militants ou les peuples de l'AES mettent des caméras pour applaudir ces attaques terroristes. Ce qui n'est pas le cas au sein de l'AES. Il y a une compassion, il y a un soutien de la part des peuples de l'AES vis-à-vis des pays qui sont aujourd'hui touchés par le terrorisme. D'ailleurs, le Nigeria en souffre énormément aujourd'hui. Le Nigeria est obligé de faire appel à qui? Aux États-Unis pour l'aider dans sa lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, je vais encore renchérir sur ce côté. Le vendredi, le dernier vendredi du mois de février 2026, il y a la force en attente de la CEDEAO, en l'occurrence les chefs d'état-major, se sont réunis pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir transformer cette force-là en une force antiterroriste. Vous savez, je n'ai pas voulu commenter cette information parce que la CEDEAO n'est pas une organisation fiable, une organisation sérieuse, une organisation sincère. Parce que, tenez-vous bien, comment des forces depuis des années ont été mises sur pied afin de pouvoir, comme peut-être, protéger les chefs d'État. Cette force-là même, qui doit protéger les peuples, qui doit combattre le terrorisme, cette force-là est positionnée rien que pour lutter contre les coups d'État. Mais pendant que M. Ouattara fait un troisième mandat, un quatrième mandat anticonstitutionnel, qui est un coup d'État constitutionnel, cette force n'intervient pas. Mais elle est en attente des coups d'État militaires. Vous voyez, c'est le double standard. Et donc, je n'ai pas commenté cette information-là. Revenons à notre sujet. Voyez-vous, aujourd'hui, les familles sont aujourd'hui éplorées. Des familles sont endeuillées au Bénin parce que les enfants ont été fauchés par les bandes assassines des terroristes. Une fois de plus, il ne faut pas se réjouir quand les terroristes frappent aveuglément. Il faut soutenir le Mali, le Burkina et le Niger qui combattent efficacement, avec bravoure, avec détermination, les terroristes. Force est de constater que ces pays-là sont arrivés à contenir les attaques terroristes. Ils sont en train aujourd'hui de donner le coup fatal aux terroristes. Et c'est dans leur débandade, naturellement, évidemment, que les terroristes sont maintenant en train d'aller attaquer le Togo, attaquer le Bénin, attaquer le Nigeria. Si aujourd'hui le Nigeria n'est pas en sécurité, c'est parce que les terroristes aujourd'hui sont aux abois au sein de l'AES. Et comme ils n'ont pas de sanctuaire où les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? En Côte d'Ivoire, ils sont protégés par, par des individus qui sont au sein du régime Ouattara. Au Bénin, ils ont des infiltrations. Au Togo également. Sans oublier au Nigeria qui est devenu le terreau fertile des terroristes. Que disent les pays de l'AES
concernant la situation qui prévaut en Iran. Voici la question que beaucoup se posent. Est-ce que les pays de l'AES peuvent faire confiance à la Russie et également à la Chine? Parce que l'Iran est un partenaire de la Chine et de la Russie. Frères et sœurs, avant de répondre à cette question, on va d'abord planter le décor. En Iran, en 1941, Pahlavi, qui deviendra le Shah d'Iran, a pris les rênes du pouvoir. En 1953, la révolte a commencé et s'accentuer. Le Shah d'Iran a fui pour l'Angleterre. De l'Angleterre, il revient où? En Iran. Grâce à l'aide de qui? De la CIA, les États-Unis. Il devient un partenaire incontournable des États-Unis. Le président Jimmy Carter, à l'époque président des États-Unis, va se rendre en Iran et va féliciter le Shah d'Iran qui était devenu un autocrate, un dictateur et un sanguinaire qui réprimait dans le sang toute dissidente, toute opposition. Jimmy Carter, le président américain, va me dire que l'Iran est un îlot de paix et de stabilité. Le Shah d'Iran décide de développer son pays, mais tout en muselant le peuple. Et le peuple était tellement oppressé, une police politique qui enlevait, qui enlevait les opposants iraniens. Un jour, il y a eu une révolte qui a été matée dans le sang. Près de 130 Iraniens ont perdu la vie. Le Shah d'Iran était devenu un autocrate sanguinaire et qui réprimait toutes les voix dissidentes, et, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la révolution a trouvé une figure, l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini qui s'opposait au Shah d'Iran a été drogué et déposé en Irak. Parce que n'oubliez pas que l'Iran et l'Irak font frontière. Et pendant ce temps, les États-Unis soutenaient le Shah d'Iran, qui était le roi. Voilà. Parce que la famille du Shah d'Iran a dirigé pendant près de 2500 ans l'Iran. C'est important. L'Empire perse. Et donc, on va continuer. Frères et sœurs, l'Ayatollah Khomeini est drogué et jeté en Irak par le régime du Shah d'Iran. Et malgré ça, la révolution continue toujours. Le pays était en ébullition. La contestation montait et le Shah d'Iran n'arrivait pas à contrôler la situation. La pression était très forte. Le Shah d'Iran a demandé à ce que l'on puisse éloigner de l'Iran l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini, c'était en 1964. Il a quitté l'Irak et il a trouvé refuge où? En France. La France a donné refuge à l'Ayatollah Khomeini. Des policiers français, des gendarmes français suivaient même H24 la résidence de l'Ayatollah Khomeini. Depuis le territoire français, il continuait toujours la résistance, la révolte contre le régime du Shah d'Iran. Frères et sœurs, il enregistrait des audios, des messages sur des cassettes à l'époque pour faire parvenir à son peuple et pour leur demander d'amplifier la contestation et de chasser les Shah d'Iran du pouvoir. Il a même envoyé des messages à l'armée iranienne pour ne pas qu'elle puisse obéir aux ordres uniques du Shah d'Iran qui est en train d'oppresser le peuple iranien. Le Shah d'Iran, acculé, parce que abandonné par les États-Unis, parce que unilatéralement, il a augmenté le prix du pétrole. Les États-Unis ont trouvé que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur partenaire, le Shah d'Iran, qu'ils soutenaient Urbi et Orbi, ne pas dire aveuglement. Le Shah d'Iran était obligé de fuir l'Iran pour se réfugier en Égypte. L'Égypte qui a ouvert ses portes au Shah d'Iran, à l'époque c'était le président Sadat, qui fut assassiné plus tard. Le président Sadat a accueilli le Shah d'Iran. Le président Jimmy Carter a dit que le Shah d'Iran a choisi volontairement de se réfugier, d'aller en Égypte où il doit subir une opération chirurgicale, alors que c'était un exil doré. Alors, en janvier 1979, précisément, c'est là que le Shah d'Iran a rejoint l'Égypte. Pendant ce temps, dans un avion Air France, un Boeing 747, l'Ayatollah Khomeini, qui était réfugié en France, rentre en grande pompe devant tous les médias internationaux et accueilli par des millions d'Iraniens à l'aéroport de Téhéran. Il avait promis la démocratie, et moderniser, l'Iran. Mais les choses n'ont pas tourné comme les Occidentaux le voulaient. Et plus tard, l'Ayatollah Khomeini s'est retourné
Contre qui? Contre les Occidentaux. Ce qui n'a pas du tout plu aux Occidentaux. Ils ont activé maintenant son voisin irakien qui était dirigé à l'époque, l'Irak, par Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, sous des prétextes fallacieux de conflits de territoires, de territoires, Saddam Hussein décide de rentrer en guerre contre l'Iran. Et cette guerre était soutenue par la communauté, les Occidentaux, qui voulaient balayer le régime iranien qui a trahi ses promesses. Saddam Hussein ne va pas atteindre son objectif. Et vous savez comment Saddam Hussein a fini plus tard. Il a été pendu après l'intervention des États-Unis sous George Bush en Irak. Les ayatollahs ont décidé de se braquer contre ceux-là même qui les ont aidés hier. Donc, l'histoire que je vous explique là actuellement, sur l'avènement du Shah d'Iran en 1941 au pouvoir, sans oublier les ayatollahs en 1979, vous allez voir qu'il y a une similitude. Au début, le régime du Shah d'Iran était soutenu par la communauté internationale, par les États-Unis. Et également, vous avez vu comment les ayatollahs sont rentrés en grande pompe. L'ayatollah Khomeini est rentré en grande pompe en Téhéran. Après avoir dit ça, aujourd'hui, les pays de l'AES, pour répondre à la question, vous avez vu que c'est une guerre d'intérêt. Ils font des régimes et puis les défont. Et donc, dès l'instant, les intérêts sont mis à mal, ils vont trouver des prétextes fallacieux pour intervenir. On a vu l'intervention qui a eu lieu en Irak. Colin Powell, depuis le Conseil de sécurité de l'ONU, a présenté un flacon. Et dans ce flacon, c'était un flacon comme ça, un flacon de ce type-là. Il a présenté un flacon et il a dit que ce flacon contenait de l'anthrax, de l'uranium enrichi, et que l'Irak veut se doter de l'arme atomique, alors que c'était faux. La France, à l'époque de Jacques Chirac, a refusé de suivre, c'était en 2003, a refusé de suivre les États-Unis de George Bush afin de ne pas soutenir cette intervention contre l'Irak. Mais rien n'y fit. Les États-Unis sont intervenus. Il n'y a eu aucune arme de destruction massive n'a été trouvée en Irak. Saddam Hussein a été arrêté, il a été pendu. Mais Saddam Hussein ne faisait plus leur affaire. On a vu le cas avec la Libye. Frères et sœurs, les pays de l'AES, pour répondre à la question que certains se posent, n'ont pas demandé à ce que l'Iran vienne les soutenir, vienne les protéger. Les pays de l'AES n'ont pas demandé également que la Russie vienne les protéger ou vienne faire leur guerre à leur place. Les pays de l'AES n'ont pas demandé que la Chine vienne faire leur guerre à leur place. Personne de ces pays que je viens de citer ne viendra faire la guerre pour les Burkinabés, pour les Nigériens ou pour les Maliens. Cette question même n'a pas lieu d'être posée. Oui, parce que j'entends parler certains individus que est-ce qu'on peut faire confiance à la Russie, à la Chine, et parce que aujourd'hui, les partenaires, l'Iran est attaqué et ils sont taiseux. Et le Venezuela a été attaqué, ils sont taiseux. Frères et sœurs, ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une affaire d'intérêt. Et les intérêts qui se jouent, ce qui se joue aujourd'hui, c'est les intérêts des États-Unis. Vous avez vu, Donald Trump a été très clair, qu'ils sont intervenus au Venezuela pour le pétrole. Il a été très clair. Ils ont accusé Maduro d'être le chef d'un gang de narcotrafiquants, mais plus tard, le nom même de ce gang-là, c'était un nom inventé. Alors, les pays de l'AES, pour être concret, n'ont pas demandé d'avoir un protecteur. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé le respect strict de leur souveraineté. Ils ont dit qu'ils veulent un rapport gagnant-gagnant, des relations gagnant-gagnant. Donc, ils n'ont pas quitté un maître pour un autre maître. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Russie. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Chine. Ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Parce que la charité bien donnée commence par soi-même. Donc, la réponse à la question posée, c'est que les pays de l'AES ne sont pas en quête à la recherche d'un père protecteur. Non, eux-mêmes, ils sont déjà grands, ils sont déjà libres, ils sont déjà souverains pour se protéger. À bon entendeur, salut.
C'est ce qu'a lancé la démocrate Ilhan Omar à Donald Trump lors du discours du président américain sur l'état de l'Union. Quelques minutes plus tôt, peu après le début du discours de Donald Trump, un élu démocrate a été évacué de la salle. La raison, il a brandi cette pancarte « Les Noirs ne sont pas des singes ». Il faisait allusion à une vidéo raciste postée par Donald Trump sur Truth Social le 6 février au sujet du couple Obama. I wanted him to know that portraying the President Obama and First Lady Obama as members of the primate family is not only unacceptable, it is something that is deplorable and something that we will not tolerate. At least I will not. D'autres démocrates présents dans la salle ont porté des badges en faisant passer plusieurs messages. Celui-ci fait référence aux documents de l'affaire Epstein. Des victimes du criminel sexuel américain étaient présentes dans la salle après avoir été invitées par le Parti démocrate. Mais il y avait également des représentants de l'opposition à l'extérieur du Capitole. Une trentaine d'entre eux ont organisé un contre-événement au discours du président. If you want the United States of America to be worthy of your love, be ready to take this to the streets together, and we will take our country back. I'm not at the State of the Union speech tonight because these are not normal times, and Democrats have to stop behaving normally. And they want us fighting each other so we don't pay attention to what they're stealing from us. They want to call that the State of the Union. It is the state of denial. Au total, le discours du président américain a duré 1h47 où il a abordé plusieurs thématiques. We have achieved a transformation like no one has ever seen before. And a turnaround for the ages. Just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. It just came down. Very unfortunate ruling. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. I'm asking you to approve the Save America Act to stop illegal aliens and others who are unpermitted persons from voting in our sacred American elections. Le président américain avait également convié les équipes nationales de hockey sur glace, masculines et féminines, toutes deux médaillées d'or lors des JO d'hiver de Milan-Cortina. Les hockeyeuses ont décliné l'invitation.